Bon, ben, on enchaîne, hein, parce que moi, j'ai un caté à aller faire. Donc, ventricule unique. Alors, ventricule unique, je n'ai pas prévu de vous faire un cours complètement standard, j'espère. Mais on va survoler les choses de façon, j'espère, intelligible. C'est bon pour l'écran, là? Oui. OK. Donc, Donc, si on parle des ventricules uniques, vous savez qu'il y a, là aussi, c'est comme ventricule droit à double issue, c'est-à-dire que c'est un sujet, on dit soit c'est une cardiopathie univentriculaire, mais il y a aussi une immense variété d'anatomie et de physiologie, en particulier initiale, qui vont conditionner la prise en charge et en fait conditionner beaucoup de choses, puisque tous les facteurs de risque vont dépendre de cette anatomie et de cette physiologie initiale et de cette physiologie acquise. Si on regarde la boucle cardiaque, mais si on veut décrire les différents types d'anatomie des ventricules uniques, on peut en fait les résumer assez simplement en disant qu'on va aller d'une boucle standard à une boucle, donc d'une boucle D à une boucle L. Et donc, dans une boucle D, on va avoir tous les ventricules uniques qui sont en D-loop avec de la concordance AV. Entre la D et la L, on va avoir les boucles qui sont ambiguës, c'est-à-dire ce qu'on appelle les criss-cross ventricules superposés. Je vais vous montrer des exemples. Mais je pense que vous avez déjà vu ça en anatomie. Et ensuite, on va avoir toutes les boucles L, c'est-à-dire toutes les boucles qui sont en discordance AV. Dans la plupart des cas, même si c'est compliqué à dire quand il y a un ventricule unique qui a une discordance AV, puisqu'il y a parfois une seule valve ou une valve de CAV ou un seul ventricule. Donc, la terminologie n'est pas complètement adaptée. Mais globalement, en gros, quand on décrit les différents types de ventricules uniques, c'est comme si on se déplaçait sur un anneau de Moebius, c'est-à-dire c'est une sorte de ruban sur lequel le cœur va tourner, d'abord en boucle D, puis ensuite en boucle L, et on va avoir toutes les anatomies différentes. Donc, on va commencer par les D-loops standards, c'est-à-dire par exemple un ventricule unique à double entrée avec des vaisseaux qui sont en position normale, donc c'est-à-dire une cavité accessoire qui va donner naissance à l'interpulmonaire, jusqu'à des ventricules qui sont en L-loop avec un ventricule unique à double entrée, en discordance, a priori en discordance, même s'il n'y a qu'un seul ventricule, et l'aorte qui sort de la cavité accessoire. Et au milieu, il y a tous les intermédiaires possibles, et tous les intermédiaires possibles d'hypoplasie ou d'atrésie d'une des valves AV. Donc, si on dit ça, on va résumer quasiment toutes les anatomies des ventricules uniques, tous les straddlings et toutes les hypoplasies relatives d'une des valves AV et les formes de ventricules uniques. Bon, en gros, à la fin, ce qui compte, c'est de décrire à peu près ce qui se passe. Et donc, j'ai mis ici les typologies les plus classiques des ventricules uniques, c'est-à-dire à gauche, le ventricule unique à double entrée. Donc, soit il est en D-loop, généralement en concordance ou pseudo-concordance AV avec une sténose pulmonaire, soit il est en L-loop avec une discordance AV et puis l'aorte qui sort de la cavité accessoire. Au milieu, les anomalies de Lindley dans lesquelles il y a une atrésie ou une hypoplasie sévère d'une valve AV qui conduit à une hypoplasie sévère d'un des ventricules, donc qui ne sont pas tout à fait la même typologie. Et puis à droite, les ventricules uniques avec une seule entrée, qui sont généralement des ventricules uniques avec une valve qu'on appelle valve de CAV, mais en fait, ce n'est pas exactement la même chose qu'une valve de CAV. Et souvent, il n'y a même pas de septation de l'oreillette comme il y a sur le schéma du haut, et il y a plutôt une oreillette unique avec une connexion des retours veineux systémiques et pulmonaires qui se fait de façon variée, soit dans l'oreillette, soit à distance de l'oreillette pour certaines veines pulmonaires. Donc ça, c'est les typologies standards des ventricules uniques. Dans le même ordre d'idée que les ventricules à double entrée, il y a les straddlings. C'est-à-dire qu'en fait, le straddling, c'est un ventricule à double entrée, mais qui a navigué sur l'anneau de Moebius de façon un peu plus ambiguë. Et donc, par exemple, ici, un straddling tricuspide, où on comprend bien que la majorité de la valve tricuspide s'ouvre dans la cavité ventriculaire à gauche et que la minorité de la valve tricuspide remplit le ventricule droit, et celui-ci est donc petit. Il y a obligatoirement une CIV d'admission, puisqu'on est dans le plan des valves. Donc, voilà ici un straddling que vous voyez sur la coupe anatomique et l'échographie, avec la tricuspide qui est ici, qui override bien sûr la CIV, mais qui aussi s'attache dans le ventricule gauche. Même chose ici avec à nouveau un straddling tricuspide
avec un petit VD et un gros VG. Et avec un aspect, on voit bien, il y a un peu d'offset de la valve tricuspide également. Voilà exactement la même chose de l'autre côté. Un straddling mitral, généralement associé à un ventricule droit à double issue que vous voyez sur la coupe anatomique. Et donc, la CIV du straddling mitral, c'est toujours une CIV de la voie d'éjection. C'est pour ça qu'un certain nombre de straddling mitraux peuvent être réparés à deux ventricules. Dans celui-là, il est très déséquilibré avec un petit ventricule gauche, un gros ventricule droit et une cardiopathie telle qu'on ne peut pas réparer. Mais c'est donc des équivalents en fait de cardiopathie univentriculaire, même s'il y a deux ventricules. Voilà ici un ventricule à double entrée avec une boucle L. Et donc, ce que vous voyez, c'est que c'est difficile de parler de discordance atrioventriculaire parce qu'il n'y a qu'un seul ventricule. Hein. Donc, il y a des veines pulmonaires qui sont de ce côté-là et la valve qui est la côté la plus proche des veines pulmonaires est la plus apicale. Donc, a priori, on va dire que c'est une valve qui est plutôt de morphologie tricuspide. En fait, quand on regarde attentivement ces valves sur le plan anatomique, mais Lucille vous l'a peut-être montré, c'est parfois difficile de distinguer ce qui est une mitrale de ce qui est une tricuspide. Et surtout, ça a une importance toute relative, puisque de toute façon, on va traiter ces patients tous de la même façon. Donc, VU à double entrée, hypoplasie ou atrésie mitrale, peu importe quelle est la voie de sortie en ce moment. Donc, tout ça, ça va aboutir à la même chose. Des patients chez qui on a enlevé la cloison. Et puis ici, hypoplasie du ventricule droit, atrésie pulmonaire à septum intact, ou bien atrésie tricuspide, ça va être exactement la même problématique. Et pour terminer, des cardiopathies dans lesquelles il y a deux valves AV, concordantes ou discordantes, deux ventricules, généralement deux vaisseaux, tout ça pouvant être d'un très bon équilibre, mais les ventricules sont positionnés de telle sorte que la réparation n'est pas possible. Donc, je vous montre ici un criss-cross où on voit le schéma à gauche et puis la boucle à droite, où quand on bascule, on va voir que les valves se croisent, les valves AV se croisent, et qu'il ne sera pas possible de réparer ce patient à deux ventricules, alors qu'il en a deux. Et c'est exactement la même chose que le patient qu'on a vu tout à l'heure avec le ventricule dessus, pas réparable alors que les ventricules sont équilibrés. Donc ça, c'était les voies d'entrée. Les voies de sortie, ben voilà, je vous montre. Ici, un ventricule à double entrée, avec ici la aorte, qui sort là. Et puis, si vous regardez bien, ici, il y a une petite cavité accessoire. Alors là aussi, on s'en fout du nom. Hein. Le petit ventricule, ici, c'est le foramen bulbo-ventriculaire ou la CIV, mais ça, c'est pas un ventricule, donc ça ne doit pas s'appeler une CIV. Si on a du temps à perdre pour faire ça, on peut le faire. Mais ce qui est important, c'est de savoir si c'est rétréci ou pas. Donc, si c'est rétréci, il y a une sténose sous-pulmonaire. Si ce n'est pas rétréci, il y a de l'hypertension pulmonaire. Voilà, c'est ça la question importante. Et donc, ici, on voit l'anatomie avec cette CIV ou communication entre la cavité accessoire et la cavité principale, qui est petite et qui va créer un obstacle. Ici, c'est l'artère pulmonaire. Il va créer un obstacle sous le vaisseau qui en sort, donc qui peut être un obstacle sous-pulmonaire ou un obstacle sous-aortique en fonction de la typologie D ou L de la boucle. Donc ça, c'est une voie d'éjection. Donc voilà, ici à nouveau, on a enlevé en fait le toit de cette cavité accessoire ou de ce ventricule accessoire comme vous voulez, et de ce vaisseau, de cette cavité accessoire, pardon, sort l'aorte. Donc là, on voit, c'est la même chose sur le côté. Donc les noms ont été donnés. Hein. Ici, il y a même quelqu'un qui a dit ça, que ça s'appelait le ventricule droit, donc, si on veut. Hein. En fait, il n'y a qu'un seul ventricule, de morphologie comme on veut, gauche ou droite, on s'en fiche en fait. Et ici, il y a l'aorte qui sort du ventricule accessoire ou de la cavité accessoire. C'est ce qu'on voit ici. Et donc, on comprend bien qu'il y a un obstacle sous-aortique. Bah, s'il y a un obstacle sous-aortique, la procédure initiale, c'est Norwood. Voilà. S'il y a un obstacle sous-pulmonaire, la procédure initiale, si l'enfant est trop bleu et que c'est du taux dépendant, c'est Blalock. Voilà. Donc, c'est toujours la même chose, quelle que soit la morphologie du ventricule sous-jacent. Donc, ce n'est pas compliqué. Et ça, je vous l'ai déjà montré, c'est la CIV non-committed. C'était pour rappeler qu'on peut avoir deux ventricules. J'aurais dû la mettre juste avant. C'était plus logique. Il y a aussi des ventricules droits à double issue où la CIV peut être committed. Et je vous ai déjà montré un autre exemple avec la tricuspide qui était dans le chenal. Ici, on pourrait aller de l'aorte
enfin de la CIV, pardon, à l'aorte, mais au milieu, il y a un pilier tricuspide qui est énorme, et donc ça, on ne va pas pouvoir le déplacer, donc on va avoir une stratégie ventricule unique. Donc, la stratégie ventricule unique, une fois qu'on a réglé les problèmes initiaux, les problèmes initiaux, c'est, encore une fois, c'est toujours pareil. Le septum interatrial est restrictif et le sang ne se mélange pas suffisamment, ou bien il ne peut pas aller dans le ventricule gauche ou le ventricule droit parce que la valve est petite ou fermée, il faut l'ouvrir. La voie d'éjection, si c'est sous-pulmonaire, c'est Blalock, élargissement de la voie d'éjection. Quand on est dans une stratégie ventricule unique, c'est jamais élargissement, c'est toujours Blalock. Et si c'est une sténose sous-aortique, c'est Norwood. Donc ça, c'est facile. Et donc le programme, c'est le programme de Fontan. C'est lui, M. Fontan, c'est Francis Fontan, qui est le premier à avoir fait une opération de Fontan chez un adulte d'emblée, hein, sans utiliser le programme séquentiel qu'on utilise aujourd'hui de dérivation partielle puis totale. Donc, le Fontan, c'est un programme difficile, pas obligatoirement techniquement, mais surtout un programme dangereux, surtout pour le patient. Et donc, dans la physiologie cardiaque normale, mais là aussi, c'est des courbes, j'imagine que vous connaissez, voilà ce que vont faire les deux ventricules. Les deux ventricules, ils vont faire la pression aortique, puis ensuite, le sang va revenir par les caves. Le ventricule droit va soulever un peu pour faire traverser les résistances pulmonaires, et il va éventuellement être confronté aussi à la POG. Et donc, ça va être ça son boulot. Donc, le ventricule gauche, il doit faire la pression aortique et maintenir le débit. Le ventricule droit, il doit faire juste un petit coup de pouce pour franchir les poumons et lutter contre les pressions de remplissage du ventricule gauche. Donc, ça, c'est la physiologie circulatoire normale. Et d'ailleurs, les trois principales causes d'insuffisance cardiaque sont là-dessus: l'hypertension artérielle, l'hypertension pulmonaire, thromboembolique ou par maladie respiratoire le plus souvent, et le vieillissement avec le comportement restrictif du ventricule gauche. Dans la circulation Fontan, il y a un seul ventricule qui doit faire l'ensemble du boulot, c'est-à-dire le débit cardiaque en luttant en faisant la pression aortique, franchir la circulation pulmonaire et ses résistances, et s'auto-remplir lui-même avec des pressions de remplissage les plus basses possibles pour pouvoir se remplir correctement. Donc ça est fait par un seul ventricule, donc on comprend bien que c'est une sorte de système porte auquel va être confronté le ventricule unique. Et donc toutes les caractéristiques de ce système doivent être optimisées pour que ça fonctionne bien. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle à gauche, il ne faut pas qu'il y ait d'hypertension artérielle systémique, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle à droite, il ne faut pas qu'il y ait d'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires, il ne faut pas qu'il y ait d'anomalie des pressions de remplissage à gauche. Il faut donc que la POG ou la pression de l'oreillette systémique soit basse. Il ne faut pas que les valves fuient. Il ne faut pas qu'il y ait le comportement restrictif du ventricule unique. Tout ça, c'est facile à comprendre et c'est ce qui permet de comprendre l'ensemble des complications et l'ensemble des difficultés qu'on peut avoir à prendre en charge ces patients. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la prise en charge des cardiopathies univentriculaires? C'est plutôt un succès assez important parce que si vous regardez jusqu'à 25 ans, bon, 25 ans, ce n'est pas une espérance de vie extraordinaire, mais c'est quand même déjà pas si mal. Vous voyez qu'aujourd'hui, la survie à 25 ans, c'est pas loin de 90%. Donc, c'est peut-être pas vrai pour les hypoplasies du cœur gauche, mais si on prend tous les ventricules uniques, c'est à peu près ça. Et donc, c'est pas si mal que ça. La plupart de la mortalité, c'est lié aux hypo-VG. Donc, c'est plutôt pas mal, mais c'est une survie au prix d'une morbidité qui n'est pas négligeable, puisque là, ce que j'ai marqué, c'est la morbidité, enfin, c'est le papier du registre d'Océanie, des Fontans, et on voit que les adverse events, c'est quand on a 20 ans, on a 25% de chances de ne pas avoir eu un épisode malheureux. Donc, survie, mais au prix d'une morbidité importante. Donc, j'ai mis des illustrations pour parler des différents sujets et pas notamment un cours formel. Donc voilà, un nouveau-né qui a 85% de saturation et cette cardiopathie. Donc, le diagnostic, il est facile, c'est atrésie tricuspide. Voilà l'image anatomique de l'atrésie tricuspide, mais je pense que vous en avez déjà vu. Et donc, la question, ça va être, comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce que dans l'atrésie tricuspide, le septum antéro-auriculaire va être un problème? Ben non, puisque pendant toute la vie fétale, la totalité du débit cardiaque est passée au travers du foramen ovale, puisque la valve tricuspide est atrétique, donc le foramen ovale est très grand. Donc généralement, il n'y a aucun problème sur le foramen ovale, au moins au début de la vie, dans les atrésies tricuspides. Donc tout le problème, ça va être celui des voies d'éjection, et celui des voies d'éjection, il va dépendre de l'anatomie de l'atrésie tricuspide. Soit il s'agit d'une atrésie tricuspide avec des vaisseaux normalement posés. À ce moment-là, il n'y a pas d'obstacle sous-aortique, puisque l'aorte sort du VG et l'artère pulmonaire sort du petit ventricule droit. À ce moment-là, la question, ça va être quelle est la taille de la CIV? Est-ce que la CIV est grande? Dans ce cas-là, il y a une hypertension pulmonaire, il va falloir cercler pour protéger les poumons. La CIV est petite, il y a une sténose pulmonaire, il va falloir savoir si l'enfant a besoin d'une anastomose de Blalock ou s'il n'en a pas ou d'un stenting du canal artériel en attendant la dérivation cavo-pulmonaire partielle. Donc, c'est ça la question. Si les vaisseaux sont à l'envers, c'est-à-dire transposés, l'artère pulmonaire sort du ventricule gauche et l'aorte sort du ventricule droit, bah pareil, hein, si la CIV est petite, eh bien l'aorte va être petite, il va y avoir une coarctation, et donc la stratégie, c'est Norwood. Donc c'est toujours pareil. Puis, ça c'est vrai pour l'atrésie tricuspide, mais c'est vrai pour tout. Je ne vais pas donner 50 exemples, parce que sinon, ça sera des redites. Maintenant, on a fait le programme initial, et l'enfant grandit, il arrive à quelques mois de vie, généralement au-delà du 3e, 4e mois, parfois un petit peu plus tard, et on veut aller à l'étape suivante, parce qu'il va être un petit peu trop bleu. L'étape suivante, c'est la dérivation cavo-pulmonaire partielle. Pour ça, il va falloir s'assurer de l'anatomie des veines systémiques. Est-ce qu'il y a une veine cave? Est-ce qu'il y a deux veines caves? Est-ce qu'il y a un retour à zygose? Est-ce qu'elles n'ont pas été bouchées par des cathés mis de façon intempestive alors qu'ils n'auraient pas dû? Et deuxièmement, est-ce que le sang va couler dans les artères pulmonaires? Est-ce que les artères pulmonaires sont de bonne taille? Est-ce qu'elles ont été lésées par une anastomose de Blalock? Il faudra les réparer. Et est-ce que les résistances vasculaires pulmonaires sont basses pour que le sang coule sans moteur? Et puis enfin, ce qu'il y a après le lit artériel pulmonaire, donc c'est ce que j'ai dit sur le schéma tout à l'heure, est-ce que le ventricule marche bien? Il va se remplir correctement, avoir son mécanisme de succion pour pomper le sang des poumons, ou bien est-ce qu'il dysfonctionne? Et est-ce que les valves fuient? Est-ce qui augmente la pression de remplissage du ventricule unique et qui va compromettre le fonctionnement de la dérivation cavo-pulmonaire? Voilà, donc les questions sont toujours dans le même ordre à partir de la courbe initiale de physiologie. Et puis ensuite, on se posera la question au moment de la dérivation cavo-pulmonaire totale du reste. Donc, dans les cardiopathies univentriculaires, voilà, le septum antéro-auriculaire, on va s'en occuper. La voie d'éjection, je l'ai déjà détaillée, et donc je ne savais pas que j'avais mis la diapo. Et voilà. Donc, si la saturation est inférieure à 70% chez cet enfant qui a une atrésie tricuspide avec vaisseau normalement posé, sténose pulmonaire sur l'exemple, est-ce que la CIV est réceptive? Eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que le QP sur QS, puisque c'est une cardiopathie à sang mélangé est inférieur à 1, il a besoin de quelque chose. Donc, on va lui faire une anastomose de Blalock en première intention ou un stenting du canal artériel. Deuxième exemple, pour illustrer les choses, c'est aussi un bébé qui est bleu, qui a une cardiopathie univentriculaire, qui a une hypoplasie mitrale. Et là, on voit très bien que le septum antéro-auriculaire bombe. Bon, il a une hypoplasie mitrale avec un septum antéro-auriculaire qui bombe, ben, ça veut dire que tout le sang qui va dans les poumons doit sortir par un PFO minuscule, il faut lui ouvrir la cloison antéro-auriculaire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ben, comment sont les vaisseaux? Est-ce que les deux vaisseaux sortent du ventricule droit? Ou est-ce qu'il y a un vaisseau qui sort du ventricule gauche? Et effectivement, le vaisseau qui sort du ventricule gauche, c'est l'aorte qui est toute petite. Bon, ben, le programme est simple. C'est une hypoplasie du cœur gauche, on va lui faire une opération de Norwood avec les différentes techniques qu'on connaît pour faire ça. Donc, septectomie et intervention de Norwood. Donc, revenons au patient initial qui a une atrésie tricuspide. On lui a fait un Blalock néonatal et maintenant, il a 14 mois. Donc, il revient tard. Il a 14 mois, il est un peu vieux et il a 70% de SAT. Donc, qu'est-ce qu'on va lui proposer? Ben, on va lui proposer ce que je disais tout à l'heure, c'est une dérivation cavo-pulmonaire partielle. Et pour ça, on va s'assurer de l'anatomie des veines. Donc là, on voit bien tronc veineux innominé, veine cave supérieure, il n'y a pas de veine cave supérieure gauche. Et on va s'assurer de l'anatomie des artères pulmonaires qui sont normales ici. On va mesurer aussi les résistances vasculaires pulmonaires, les pressions de remplissage du ventricule unique, vérifier qu'il n'y a pas de fuite des valves AV. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire la dérivation cavo-pulmonaire partielle. Donc, on va regarder, par exemple, s'il n'y a pas ce genre de choses. Voilà, là, vous avez
une veine cave supérieure gauche qui est dans l'oreillette gauche, un TVI de supérieure droite. Donc, il va falloir réparer ça de façon un petit peu différente. Voilà, à nouveau, deux veines caves supérieures, sans TVI. On peut avoir aussi le TVI qui est à gauche, avec une veine cave supérieure à gauche, le sinus coronaire, etc. Donc, toutes ces variations, on va devoir les faire et poser les indications opératoires, mais surtout définir la technique chirurgicale en fonction de cette anatomie. Et donc là, c'est le schéma de la dérivation claviculaire partielle. On a une anastomose terminolatérale aujourd'hui, on ne fait plus de Glenn. Donc on n'appelle plus ça Glenn, puisque le Glenn, c'était une anastomose terminale entre la veine cave supérieure droite et l'artère pulmonaire droite. Donc aujourd'hui, on appelle ça dérivation cavo-pulmonaire partielle supérieure. On lit la zygose, bien sûr, pour pas que le sang descende vers le système cave inférieur, ça c'est fondamental. Et puis on lit la veine cave supérieure à son abaissement. S'il y a deux veines, ben on en met deux. Hein, voilà. Une des problématiques qu'on peut voir, c'est dans certaines cardiopathies comme les hétérotaxies, avec des cardiopathies univentriculaires, c'est les retours azygoses ou hémiazygoses, et qui vont poser le problème de la dérivation partielle. Cette dérivation partielle, elle va être en fait subtotale, parce que seul le sang des veines sushépatiques va rester dans le cœur. Donc ça veut dire que chez un nourrisson, et à ce moment-là, on peut se permettre d'attendre un peu plus longtemps parfois, et on doit avoir les stratégies pour attendre un peu plus longtemps. On va mettre 85% du débit cardiaque dans les poumons d'un seul coup, et on sait que c'est un peu plus risqué que de faire une dérivation partielle. Donc, quand il y a un retour azygose ou une interruption congénitale de la veine cave inférieure avec azygose ou hémiazygose, eh bien, on va avoir une réflexion de calendrier un petit peu différente. Donc, voilà, par exemple, ici, un retour azygose avec une veine cave supérieure gauche au sinus coronaire. Donc, on va devoir, là aussi, avoir une stratégie chirurgicale adaptée en termes d'âge et de chirurgie pour faire cette dérivation un peu plus complexe. On doit avoir une stratégie dans ce retour azygose. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est une complication qui est souvent un peu ratée. C'est que quand on fait une dérivation cavo-pulmonaire subtotale et qu'on laisse le sang veineux des veines sushépatiques uniquement dans le cœur, c'est vrai aussi dans d'autres configurations anatomiques que le retour azygose, à ce moment-là, on a un risque qui n'est pas négligeable de voir se développer des fistules artério-veineuses du poumon entre la dérivation partielle, enfin subtotale, et la dérivation totale. Donc, il faut être vigilant chez ces patients et souvent faire les dérivations totales plus précocement qu'on ne le ferait quand il y a des anatomies des retours veineux normales. Donc, anatomie des veines systémiques, résistance vasculaire pulmonaire, bien sûr, fonction du ventricule et fonction des valves AV pour le dernier paramètre qui sont les pressions de remplissage du ventricule unique. Et bien sûr, c'est là où va se décider de réparer éventuellement une fuite de la valve AV unique ou des valves AV qui fuient avant la dérivation cavo-pulmonaire totale pour ne pas compromettre son fonctionnement ultérieur. Donc, c'est le moment clé de la décision. Et on sait bien sûr qu'il y a d'autant plus de complications à type de fuite des valves atrioventriculaires quand il s'agit d'une valve atrioventriculaire commune qu'on dit de type CAV, que quand il y a deux valves atrioventriculaires. Et puis au milieu, effectivement, quand c'est une tricuspide, ça fuit un peu plus souvent que quand c'est une mitrale unique. Donc, ça, c'est le risque de complications ou de nécessité de réparer la valve AV. Donc, cette question-là, on se la pose entre dérivation partielle et dérivation totale. On a fait la dérivation partielle et l'enfant revient à 6 ans. Là aussi, c'est peut-être un peu tard pour la plupart des centres. Il faut entre 3 et 5 ans qu'on fait les dérivations totales. Ça dépend des centres, ça dépend des habitudes, ça dépend de la morphologie de l'enfant. Et là, la saturation est à 75% à 6 ans, donc bien sûr, il est trop bleu. Et donc, on va lui faire la dérivation totale. Et pour ça, on va bien sûr devoir s'assurer de l'anatomie des veines systémiques de la partie inférieure du corps, toujours des résistances et de l'anatomie des artères pulmonaires, mais aussi de façon très fondamentale de la fonction du ventricule qui, pour la première fois de la vie de l'enfant, va recevoir un débit cardiaque qui va être moindre parce que c'était un ventricule de Shunt et qui va être, on va dire, dépréchargé, ce qui peut avoir des avantages en particulier pour les fuites des valves AV, mais ce qui peut avoir des inconvénients en particulier pour l'augmentation des pressions d'emplissage. Donc l'évaluation de la fonction ventriculaire et bien sûr des valves AV, mais il est un peu tard à ce moment-là, va être fondamentale. Donc on va
assez souvent faire des explorations pré-dérivation cavo-pulmonaire totale, alors soit invasive, soit non invasive. Il y a différentes cultures, on ne va pas trancher le débat aujourd'hui. Et là, on voit que les deux artères pulmonaires sont impeccables. Si les résistances sont basses, tout va bien. Donc, à gauche, des artères pulmonaires correctes, à gauche, un peu plus petite, un peu contournée. Et puis, on va regarder si des vaisseaux anormaux se sont développés entre les deux étapes de partiel et total, soit des artères, c'est-à-dire des collatérales systémiques qu'il faut fermer pour pouvoir faciliter la chirurgie et éviter le shunt, soit veineuses, véno-veineuses, et là, on voit une veine cardinale qui s'est reperméabilisée vers le cœur chez un enfant qui a une dérivation partielle avec des petites branches pulmonaires. C'est une très mauvaise nouvelle parce que la veine, elle s'est développée parce que le sang ne coule pas bien dans les poumons. Donc, il trouve le chemin le plus facile qui est vers l'oreillette systémique. Et donc, ça, c'est un mauvais signal. Pourtant, je vous montre qu'on l'a fermé. On a mis un machin dedans pour le fermer et forcer le sang à aller dans les poumons. Ce n'est pas pour ça que le patient sera un excellent candidat à la dérivation totale. Enfin bon, on va chercher tout ça avant de faire la dérivation. On va aussi regarder s'il y a des anomalies des artères pulmonaires. Donc, par exemple, ici, une hypoplasie de l'artère pulmonaire gauche dans une hypoplasie du cœur gauche. Donc, il y a différentes stratégies. Soit on fait la dérivation totale en réparant l'artère pulmonaire, soit on fait grandir l'artère pulmonaire, par exemple avec un Blalock, en la clippant à son origine, pour pouvoir s'assurer d'un temps de dérivation cavo-pulmonaire totale plus facile dans deux branches pulmonaires de beau calibre. Et c'est ce qu'on a fait. On regarde comment est la fonction du ventricule. Donc, comme je vous le disais, là, le ventricule, c'est un ventricule unique avec deux valves AV. La fonction du ventricule est hypokinétique. Là, on est très inquiet sur l'avenir du patient. Même si l'hémodynamique est favorable, on sait que le risque que ce soit un mauvais fontan, entre guillemets, est élevé. Un an après le fontan, voilà l'injection. Donc, voilà le type de montage qu'on peut voir. Vous voyez qu'il y a une sorte de flux préférentiel. C'est-à-dire que la cave supérieure va surtout dans la paix droite et la cave inférieure, avec le tube extracardiaque, va surtout dans la paix gauche. Et bon, c'est une circulation fontan standard. Donc là, j'ai mis cette image pour dire que, pour montrer ce qui se passe quand ça ne marche pas. Donc là, c'est un patient à qui on a fait une dérivation cavo-pulmonaire totale. Et puis, il y avait une fenêtre, un trou dans le montage qui servait de soupape initiale. Là aussi, c'est une longue discussion qu'on ne va pas avoir aujourd'hui. Et on a stenté cette fenêtre parce qu'il était en défaillance cardiaque. Et vous voyez que le shunt au travers de la fenêtre est véloce. C'est un shunt veineux qui a 1,5 m par seconde. Donc, il y a un gros gradient de pression de 7-8 mm de mercure entre la veine cave inférieure et l'oreillette systémique. Donc, le patient utilise beaucoup sa fenêtre. Il doit être franchement désaturé. Et donc, c'est un fontan qui ne marche pas bien. Donc, aujourd'hui, les gens qui ont fait qui ont fait le début du fontan, ils ont fait un décalogue, mais qui se sont pris pour Moïse. Voilà, qui descendait avec l'étape de la loi. Donc, au début, ils ont fait un décalogue pour dire quelles étaient les caractéristiques des patients qui pouvaient avoir un fontan et ceux qui ne pouvaient pas en avoir. Bon, en gros, aujourd'hui, il faut oublier ça. Et ce qui compte, c'est d'avoir des bonnes artères pulmonaires et un bon ventricule. Donc, les bonnes artères pulmonaires de taille normale, sans sténose, avec des résistances basses et un gradient transpulmonaire qui est bas, un bon ventricule en systole, sans dysfonction diastolique évidente, au moins une valve compétente, parce que comme ça, l'autre, on peut la fermer, aucun obstacle, en rythme sinusal et avec une pression d'oreillette systémique qui est basse. Donc ça suffit pour faire un bon fontan. Bon, une fois qu'on a fait la circulation fontan, la question, c'est comment va aller le patient. Aujourd'hui, c'est quand même pas complètement codifié. Alors, bien sûr, tout le monde fait bien, ça c'est sûr, mais c'est pas traitement codifié. La première des questions, c'est quels sont les patients qui vont aller mal. Alors, j'en ai déjà donné quelques-uns. Ceux qui ont des résistances élevées, ceux qui ont des moches artères pulmonaires, ceux qui ont des fistules artério-veineuses, ceux qui ont des fuites après le fontan, ceux qui ont des dysfonctions ventriculaires. Ça, c'est assez facile. Mais pour les autres, c'est moins évident. La meilleure façon de les suivre, c'est pas non plus très clair. C'est pas facile d'apprécier la fonction ventriculaire d'un ventricule unique en échographie. Est-ce qu'il faut faire des IRM pour les mesurer, à quel rythme, etc. On ne sait pas. Est-ce qu'il faut donner des traitements préventifs? Je vais en dire un bref mot pour allonger leur espérance de vie, par exemple, ou prévenir des complications.
Et comment est-ce qu'il faut surveiller les complications extracardiaques? Donc, on va voir ça à travers de brefs exemples. Donc, c'est un nouveau-né qui va bien, qui est bleu. Et en échographie, la seule chose qu'il y a, pardon, excusez-moi, c'est qu'il est un peu plus bleu en bas qu'en haut. Donc, la chose qu'on voit, c'est qu'il y a un foramen ovale restrictif et un canal artériel qui chante avec des résistances systémiques qui sont plus élevées que les résistances pulmonaires, puisqu'il est gauche-droite en diastole. Mais pourtant, il descend AP aorte en systole, donc le ventricule gauche doit être petit. Donc ça, on va passer, puisque le diagnostic, c'est bien sûr, quand on voit ça, c'est hypo-VG dans tous les cas, ou alors dysfonction sévère du ventricule gauche quand il y a une sténose aortique. Et donc là, c'est hypoplasie du cœur gauche, qu'on confirme en échographie avec l'aorte rétrograde et le foramen ovale restrictif, je vous l'ai déjà montré. Et puis, quand on fait l'angiographie avant l'hybride, eh bien, à ce moment-là, on voit l'aorte petite. Donc, c'est des images que vous connaissez. Vous revoyez cet enfant à l'âge de 5 ans, il a une dérivation cavo-pulmonaire totale, la saturation est à 89%. Donc là, on comprend que ça ne va pas très bien, puisque c'est un enfant qui a donc un petit VG, qui a eu une DCPT, la valve tricuspide fuit un peu, il a une fenêtre de dérivation cavo-pulmonaire qui est perméable, avec un shunt qui est véloce, donc ça veut dire que c'est un failing Fontan. Le Fontan ne marche pas bien. Si vous revoyez cet enfant à l'âge de 5 ans, qu'il a eu une DCPT et la saturation est à 92%, il est presque normalement saturé. On voit que le ventricule marche bien, il n'y a pas de fuite. Et surtout, il y a un retour à la ligne de base ici. À ce moment-là, dans ce cas-là, on peut discuter, par exemple, de fermer la fenêtre, puisque le gradient au travers de la fenêtre n'est pas très élevé. A priori, c'est un bon fond de temps. Donc, cette décision-là, on va les prendre dans la période de l'année qui suit généralement le fond de temps. Donc, voilà des exemples ici de dérivation cavo-pulmonaire totale. À gauche, une vieille technique, la dérivation de tube intracardiaque, où on voit ici le reste de l'oreillette, donc c'est pour ça que c'est cette forme-là, et un petit passage par la fenêtre. Et puis ici, le tube extracardiaque avec la fenêtre qui a été faite et qu'on peut fermer avec n'importe quel type de device, soit des stents couverts, soit des prothèses, chacun fait comme il veut. Voilà la fermeture de la fenêtre qui permet de corriger la cyanose du dernier patient qui avait une hémodynamique favorable. Si on voit cet enfant à l'âge de 11 ans en défaillance cardiaque, donc là, le cœur ne marche pas, il a un fond de temps, le cœur ne se contracte pas, il est en défaillance cardiaque, la décision, c'est transplanter. Donc, transplanter, voilà ce que ça donne. Les patients qui ont été transplantés pour des cardiopathies univentriculaires, vous voyez qu'à 12 ans, il y a 40% de morts. Donc, c'est quand même beaucoup. Imaginez qu'on va transplanter toutes les cardiopathies univentriculaires qui sont arrivées au bout du rouleau. C'est bien sûr ce qu'il faut dire aux patients, mais c'est un mensonge. Il n'y aura pas de greffe. Donc, il va falloir trouver une autre technique pour faire ça. Mais en tout cas, on ne peut pas donner aux familles ou aux patients eux-mêmes devenus adultes que l'espoir, c'est la greffe. Parce que sur les listes de transplantation, j'ai déjà dit ça pour Céline tout à l'heure, ils sont généralement, surtout les ventricules uniques, qui sont les derniers. Opérés 4 fois, plein de collatérales artérielles, plein de collatérales veineuses, souvent très immunisés parce qu'ils ont été multitransfusés pour leur CEC. Et donc, ils sont des très mauvais candidats. Donc, on peut leur dire, mais on ment. Est-ce qu'on peut assister les patients qui ont des cardiopathies univentriculaires avant de les greffer? Vous voyez la différence de survie. Un patient qui a un VU qui est assisté, il va survivre dans 20% des cas à l'âge jusqu'à 1 an, alors que le non assisté il va survivre dans 80% des cas. Bon, les choses sont assez claires. Si vous assistez à un ventricule unique, c'est fini, quoi. Parce que si vous le greffez, il faut que vous ayez personne d'autre sur la liste, sinon éthiquement, ça peut poser un problème. Et bien sûr, en fonction du type de ventricule unique, le pronostic est plus ou moins sombre, et les ventricules uniques de type hypoplasie du cœur gauche qui ont eu des Norwood sont les pires. Donc, voyons brièvement, pour le temps qui nous reste, quelques minutes, les autres complications. Donc, un patient qui a une hétérotaxie, qui a eu une bicavo-bipulmonaire partielle à 8 mois, une totale à 5,5 ans, pardon,
à 86% de saturation et il est référé pour fermeture de la fenêtre. Donc là, vous voyez qu'il y a une fenêtre sur une cardiopathie univentriculaire avec une valve AV a priori unique qui fuit un petit peu et la vitesse du shunt sur la fenêtre est un peu élevée, à 2 mètres par seconde sans retour à la ligne de base. Et vous faites donc un cathétérisme cardiaque qui montre 17 dans le montage, 14 de capillaire, 12 de PT-DVG, donc un gradient transpulmonaire qui n'est pas élevé à 3. Il n'y a pas d'obstacle à gauche, 85% de SAT et saturation veineuse à 54%. Donc, il y a une différence artério-veineuse autour de 30%, donc le débit cardiaque est à peu près correct. Qu'est-ce que vous feriez? Si on ferme la fenêtre, on va le payer en pression, il va se retrouver à 20 de pression. Donc, a priori, on va discuter de le laisser comme ça. Mais on n'est pas très satisfait parce qu'il est très bleu. Donc, on est dans une situation qui est pas bonne, qui est liée en partie à l'élévation limite de la pression télédiastolique du ventricule unique.